Imaginez, on est au VIe siècle à Constantinople. Un empereur est hanté par un rêve qui semble complètement anachronique, presque fou, Hmm. celui de restaurer l'Empire romain. Pas une version diminuée, non, non, l'Empire dans toute sa splendeur passée, de l'Espagne jusqu'à la Syrie. C'est ça. Cet empereur, c'est Justinien, et la question qui ressort de nos sources aujourd'hui elle est vertigineuse, hein. En poursuivant ce rêve, est-ce que Justinien a été le dernier des grands Romains, ou est-ce qu'il a, paradoxalement, préparé le déclin de son empire? Et pour saisir l'ampleur de ce rêve, il faut vraiment se remettre dans le contexte de 527, quand il arrive au pouvoir. L'Empire romain d'Orient, Byzance, est une puissance très solide. Oui, il est riche, stable. Exactement, riche, une capitale éblouissante, une administration qui fonctionne. Mais l'Occident romain, ça fait presque un siècle qu'il n'existe plus. Il est complètement fragmenté. Totalement. L'Italie est aux Ostrogoths, l'Afrique du Nord aux Vandales. Pour n'importe qui d'autre, c'est un fait accompli. Mais pas pour Justinien. Dans sa tête, il n'est pas un souverain oriental. Non, il est l'héritier. Il est l'héritier direct de César, d'Auguste. Et cette Méditerranée fracturée, pour lui, c'est une anomalie, une usurpation même. Sa mission est donc évidente. Il doit réunifier le monde romain. Une mission presque divine en quelque sorte. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un rêve pareil, ça doit bien commencer quelque part. Et pour Justinien, ça commence par la guerre. Oui, par la reconquête. Il a pour ça un atout maître, un général absolument exceptionnel, Bélisaire, qui va être le bras armé de son ambition. Et ça démarre très fort, si je me souviens bien. Ah oui, la première phase, c'est spectaculaire. La campagne contre les Vandales en Afrique du Nord en 533, c'est foudroyant. L'armée de Bélisaire débarque et en quelques mois, c'est terminé. Quelques mois? Mon Dieu. Mais attendez, c'est stupéfiant. Le royaume vandale était installé là depuis un siècle. Comment c'est possible, un effondrement aussi brutal? C'est une excellente question. En fait, plusieurs facteurs jouent. D'abord, le royaume vandale est miné par des querelles internes. Bélisaire arrive vraiment au bon moment. D'accord, une faiblesse de l'intérieur. C'est ça. Et puis, la population locale, qui restait majoritairement catholique, voit d'un bon œil l'arrivée des armées de l'empereur orthodoxe. Pour eux, c'est une libération de leurs maîtres vandales, qui sont des chrétiens ariens. Ah, l'aspect religieux joue déjà un rôle clé. Un rôle énorme. Et enfin, il y a le génie tactique de Bélisaire. Mais ce succès fulgurant va peut-être donner à Justinien un excès de confiance pour la suite. Et la suite, c'est le plat de résistance, l'Italie. Le cœur historique de l'Empire. J'imagine que là, ça n'a pas été aussi simple. Infiniment plus compliqué. La guerre contre les Ostrogoths en Italie va durer près de 20 ans. 20 ans. 20 ans. De 535 à 554. Ce sera une guerre atroce, longue, destructrice. Les villes sont prises, reprises, mises à sac. Rome change de main plusieurs fois. Elle se vide littéralement de ses habitants. C'est terrible. On parle de siège terrible, de famine. C'est une véritable guerre d'usure qui va laisser la péninsule italienne exsangue, ruinée pour des générations. Donc, en voulant sauver l'Italie, le berceau de Rome, il l'a en fait complètement anéanti. Le paradoxe est terrible. C'est exactement ça. Sur le papier, à la fin, Justinien a gagné. L'Italie est reconquise, une partie du sud de l'Espagne aussi. Si on garde une carte vers 560, la Méditerranée redevient presque le Mare Nostrum, un lac romain. Le prestige est immense. Mais le prix? Mais le prix est exorbitant. Les caisses de l'État commencent à se vider et les provinces entières sont dévastées. Le rêve a un coût matériel et humain qui est effrayant. Et ce prix, il ne se paie pas que sur le champ de bataille. Pour imposer une vision aussi totale, les armes ne suffisent pas. C'est là qu'intervient son autre grand projet, le droit. Oui, et c'est là qu'on touche au génie politique de Justinien. Il comprend qu'une frontière, ça peut reculer, mais qu'un système de lois unifié, lui, peut devenir la vraie colonne vertébrale de l'Empire. Bien plus solide qu'une légion. Exactement. Il lance donc une entreprise titanesque, la codification de tout le droit romain. C'est ce qu'on appelle le code justinien. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Créer de nouvelles lois? Pas vraiment. C'est plutôt un travail d'archéologue et d'architecte. Il faut imaginer des siècles de lois, de décrets, d'avis de juristes, un chaos indescriptible, plein de contradictions. Un vrai sac de nœuds juridiques. Voilà. Il réunit les meilleurs juristes sous la direction d'un certain Tribonien, et leur mission, c'est tout lire,
tout trier, clarifier, harmoniser. Ils vont compiler des milliers de textes pour en extraire l'essence. C'est une sorte de mise à jour monumentale de 1000 ans de jurisprudence, pour utiliser une image moderne. C'est une excellente façon de le voir. Et la portée de cet acte, elle, est bien plus durable que la reconquête de l'Italie, alors que les territoires en Occident seront perdus assez vite après sa mort. Le code, lui, va rester. Le code, lui, va survivre. Il sera redécouvert en Europe au Moyen Âge et deviendra la base de presque tous nos systèmes juridiques continentaux. C'est une victoire silencieuse, intellectuelle, mais c'est peut-être sa plus grande réussite. La plus romaine de toutes. Une Rome de loi plus qu'une Rome de territoire. C'est fascinant, mais cette grandeur, qu'elle soit militaire ou juridique, il faut aussi l'incarner, la rendre visible. Et pour ça, il y a le projet architectural du siècle, Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, c'est bien plus qu'une église. C'est une déclaration politique. C'est la vision de Justinien en pierre, en marbre et en or. La précédente avait brûlé, c'est ça? Oui, lors d'une émeute. Il décide de reconstruire, mais pas à l'identique. Il veut quelque chose qui n'a jamais été vu. Un bâtiment qui incarne la fusion parfaite entre la puissance de l'Empire et la gloire de Dieu. Et le résultat est, encore aujourd'hui, à couper le souffle. Ce dôme immense qui semble flotter dans les airs. C'était une prouesse technique incroyable pour l'époque. Absolument. Les architectes ont utilisé des techniques révolutionnaires. L'effet recherché, il est clair. Le visiteur qui entre doit être écrasé, ébloui. La lumière qui inonde l'espace depuis les fenêtres à la base du dôme, c'est conçu pour donner l'impression que le ciel est descendu sur Terre. Et que l'empereur est son médiateur, bien sûr. C'est une théologie politique construite en briques et en mosaïque. Il y a cette phrase célèbre qu'on lui prête à l'inauguration, « Salomon, je t'ai surpassé ». C'est authentique, ou peu importe finalement. L'authenticité exacte est débattue, mais comme vous dites, peu importe. L'anecdote illustre parfaitement son état d'esprit. Il se mesure aux plus grandes figures de la Bible. Et cette volonté de contrôle total, on la retrouve partout, j'imagine. Partout. Sainte-Sophie, c'est la partie visible. Mais en même temps, Justinien renforce l'administration, la centralise. Il intervient directement dans les querelles théologiques, il impose ses vues à l'Église. L'Empire devient une machine beaucoup plus intégrée, plus autoritaire. Efficace peut-être, mais rigide. Très rigide. Et c'est là que la machine commence à grincer. Justement, ce contrôle, ces guerres, ces constructions, on en a parlé, ça coûte cher. Comment ça se traduit pour le citoyen ordinaire de l'Empire byzantin ? Par une pression fiscale écrasante. Pour financer tout ça, il faut des sommes colossales. N'oublions pas qu'il y a aussi une guerre permanente à l'Est contre les Perses sassanides. Donc les impôts augmentent massivement ? De façon spectaculaire. Et ça crée un mécontentement populaire très profond qui va exploser en 532 lors de la sédition Nika. La révolte qui a failli lui coûter son trône. Exactement. Pendant plusieurs jours, Constantinople est à feu et à sang. Justinien est sur le point de s'enfuir. C'est son épouse, l'impératrice Théodora, qui le convainc de rester. La répression menée par Bélisaire est d'une brutalité inouïe. On parle de 30 000 morts dans l'hippodrome. 30 000, ça donne une idée du niveau de tension. L'Empire est tendu à son point de rupture. Et comme si ça ne suffisait pas, à tous ces problèmes créés par l'homme, va s'ajouter une catastrophe d'une toute autre nature, un événement imprévu qui va tout changer. La peste, oui. La peste de Justinien. C'est la première grande pandémie de peste bubonique documentée de l'histoire. Elle frappe l'Empire en plein cœur à partir de 541. Et là, l'impact est apocalyptique. On a des témoignages là-dessus, je pense à Procope de Césarée. C'est terrifiant. Ces descriptions sont des scènes d'horreur absolue. Au pic de l'épidémie à Constantinople, il parle de 10 000 morts par jour. 10 000 par jour, c'est à peine imaginable. Comment une ville survit à ça? Elle ne survit pas vraiment. Procope raconte qu'on ne sait plus où mettre les corps, on les entasse dans des tours, on les jette à la mer. L'économie s'arrête, les champs ne sont plus cultivés, c'est un traumatisme collectif d'une ampleur inouïe. Et les conséquences sur le projet de Justinien ? Catastrophique. D'abord, une crise démographique sans précédent. Moins de paysans, donc moins de recettes fiscales. Moins d'artisans, et surtout... Moins de soldats ? Moins de soldats. L'instrument militaire de la reconquête est brisé. Ensuite, une crise économique. Et enfin, militaire. Comment défendre des frontières immenses avec une armée dissimée et des caisses vides ? C'est impossible. Du coup, à la fin de son règne, en 565, le tableau est très contrasté. L'Empire est plus grand qu'il ne l'a été depuis des siècles, mais il est à genoux, économiquement ruiné, démographiquement exsangue. Alors, si on revient à notre question de départ, a-t-il restauré Rome ? La réponse est oui, il a tout mis en œuvre pour ça.
Pendant un temps, il y est arrivé, mais à quel prix? C'est exactement là que se trouve tout le paradoxe de son héritage. Il laisse des réalisations qui traverseront les siècles. Sainte-Sophie est toujours là, son code de loi a façonné l'Europe. Il laisse une image de grandeur impériale, Inégalé. mais en même temps, il laisse un empire qui ressemble à un athlète qui aurait trop tiré sur ses muscles. Un colosse aux pieds d'argile, entendant toutes les forces de l'État vers son rêve, il a peut-être cassé le ressort. La gloire immédiate a été achetée au prix de la viabilité à long terme. Voilà. C'est une splendeur qui porte en elle les germes du déclin et des pertes territoriales massives qui vont suivre juste après sa mort. En fait, en vous écoutant, je me dis que la question la plus folle, ce n'est peut-être même pas de savoir s'il a réussi ou échoué. Les sources montrent bien que c'est un mélange des deux. Mhm. Le vrai vertige, c'est peut-être de se poser une autre question. Comment cet empire, poussé à ses limites, saigné à blanc par la guerre, décimé par la peste, écrasé d'impôts, comment a-t-il seulement pu survivre? Oui, c'est une excellente question. Pas seulement survivre à la mort de Justinian, mais perdurer sous une forme ou une autre pendant près de 900 ans de plus. Ça défie presque l'entendement. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable énigme de l'incroyable résilience de Byzance.